Pédophilie sur Internet, un réseau qui proposait des photos de mineurs a été démantelé dans la région de Reims. La perversion du réseau Internet est un phénomène mondial. 35 heures par semaine, le projet de loi officiellement présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Invité de ce journal, Mme Martine Aubry, ministre de l'Emploi. L'Europe se rétrécit. Inauguration royale aujourd'hui du TGV Paris-Bruxelles. 1h25 au lieu de 2 heures pour 312 km. Après la naissance de 7 enfants dans une famille américaine, des quintuplés canadiennes mettent en garde cette famille contre l'exploitation médiatique de ce phénomène. Enquête dans ce journal. La mode est aux musiques traditionnelles remises au goût du jour. Découverte du groupe portugais Madre Deus qui renouvelle l'art du fado. Madame, monsieur, bonsoir. Internet est un formidable système de communication mondiale, mais on s'aperçoit à l'usage qu'il peut être l'objet de tous les dérèglements les plus pervers. À Reims, la gendarmerie vient de mettre à jour un réseau de pédophilie sur toute la France. Des photos pornographiques de mineurs s'échangeaient sur le réseau. 5 personnes ont été mises en examen. C'est un responsable d'association pour la protection de l'enfance qui a donné l'alerte. Jacques Cardoz. Passionné d'Internet, Bernard Valadon est aussi responsable d'une association de défense de l'enfance. C'est lui qui a pu révéler l'existence de ce nouveau réseau. En mai dernier, il se connecte à Internet et tombe sur des images à caractère pédophile. Quelqu'un m'a envoyé un message en me demandant si je voulais changer, le tout en anglais, si je voulais changer des images. Alors n'étant pas innocent, j'ai répondu oui. Et là, j'ai récupéré une vingtaine de photographies, toutes plus abominables les unes que les autres. Bernard Valadon porte plainte, se constitue partie civile et joue les informateurs auprès des gendarmes de la section de Reims. L'opération Achille débute, 8 mois d'enquête. La traque permettra l'arrestation de 48 personnes. Par, je dirais, le biais de petits artifices informatiques, nous sommes parvenus à remonter jusqu'à eux. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons démontré par la qualité de cette affaire que les gens qui voulaient se livrer à des actes délictueux ne pourront plus le faire en toute impunité. Si Internet ne garantit plus l'impunité, la délinquance informatique nécessite toujours d'importants moyens. Ce soir, les gendarmes font la preuve que l'anonymat n'existe plus sur Internet. 5 personnes ont été mises en examen. Ce phénomène de perversion d'Internet est mondial. Le président américain Bill Clinton en personne essaie d'imposer une loi sur l'utilisation de ce système. Car aux États-Unis, des sites Internet s'ouvrent sur n'importe quoi. Exemple, un site qui met à disposition des lettres de tueurs en série actuellement emprisonnés et qui s'exprime sans aucune censure. Washington, Maryse Burgot. Sandra London est une femme étrange. Cette américaine a une passion, la vie des serial killers, ces tueurs en série qui font régulièrement la une des journaux. Sur eux, elle a écrit 2 livres, mais elle a aussi créé un site sur l'Internet. Plusieurs pages sur le web où elle raconte dans les détails parfois les plus sordides la vie et les crimes de ces hommes. En fait, elle ne fait que reprendre leurs propres mots, car les serial killers connaissent sa passion et lui écrivent régulièrement de prison. Ce sont donc leurs lettres mot à mot qu'elle reproduit sur l'Internet. Par son intermédiaire, les plus célèbres assassins américains ont trouvé une tribune inespérée et mondiale. Mais le site a tellement choqué l'Amérique qu'il a été banni par AOL, le plus grand fournisseur d'accès sur l'Internet. Sandra London a facilement trouvé un autre fournisseur, mais elle crie aujourd'hui à la censure. La question n'est pas ont-ils le droit de s'exprimer ou ai-je le droit de les publier. La question est est-ce que quelqu'un est autorisé à m'arrêter. La réponse est non, parce que quand vous commencez à abandonner votre liberté de parole, on vous la prend vraiment. Peut-on tout dire, tout écrire sur l'Internet? La réponse n'est évidemment pas dans les archives de la prestigieuse librairie du Congrès. Le premier amendement de la Constitution américaine garantit simplement la liberté de parole et de presse. Alors quand les responsables de la librairie ont décidé de créer une section avec accès à l'Internet, ils ne se sont pas demandé si tel ou tel site était indécent. C'est en fait à chaque utilisateur de faire sa propre sélection. Moi, je crois que c'est bien de laisser chaque personne décider toute seule de ce qu'elle veut voir. Par exemple, je ne veux pas voir de pornographie. Alors, je ne demande pas à Internet de m'en montrer. Je ne suis jamais tombée dessus, même par accident. Alors moi, je crois que c'est bien comme ça.
Steve Case, l'un des grands patrons d'America Online, plus grand fournisseur d'accès à l'Internet au monde. 10 millions d'internautes paient chez lui chaque mois leur abonnement. Lui et son entreprise se sont battus contre le fameux Decency Act. Cette loi, voulue par Clinton, prévoyait une peine de 2 ans de prison pour tout créateur de site jugé indécent ou choquant. Nous pensons que ce sont les consommateurs eux-mêmes qui décident, que tout cela est de la responsabilité des individus et non du gouvernement. La loi proposée par Clinton a finalement été jugée inconstitutionnelle. Sandra London peut donc continuer à publier les lettres de ses serial killers. Il y aura toujours un fournisseur pour accepter son site. Les parents ont, eux, toujours la possibilité de coder une partie du réseau s'ils veulent l'interdire à leurs enfants. En France, cette fois, ça y est, le projet de loi sur les 35 heures a été officiellement présenté aujourd'hui au Conseil des ministres. Un projet qui provoque depuis plusieurs semaines un face-à-face patronat-gouvernement. Avant d'en parler avec Martine Aubry, ministre de l'Emploi, qui est notre invité, d'abord donc l'essentiel du projet. Olivier Caroff. Le projet de loi Aubry sur les 35 heures, c'est d'abord un calendrier. 2 dates butoirs pour réduire le temps de travail. Le 1er janvier 2000 pour les entreprises employant plus de 20 personnes. Le 1er janvier 2002 pour les autres. D'ici là, patrons et employés sont censés négocier. Le gouvernement espère que le dialogue à la base sera plus constructif que celui entre le CNPF et les syndicats. Pour inciter les employeurs, un barème d'aide dégressif sur 5 ans sera mis en place. Les 35 heures dès 98, c'est au moins 9 000 francs d'exonération de charges par salarié la première année. Plus on attend, moins l'État se montre généreux. Le projet sera discuté au Parlement en janvier, mais une seconde loi est d'ores et déjà prévue. Elle portera notamment sur la réduction du temps de travail des cadres, il dépasse parfois les 50 heures hebdomadaires, et sur le calcul des heures supplémentaires. Le texte sera présenté en 1999 lorsqu'un premier bilan de l'application des 35 heures aura été dressé. Exemple maintenant de la controverse que ce projet de loi a engendré. D'abord, visite dans une entreprise qui emploie moins de 20 salariés. Laurent Bailly, Bernard Ronflet. Des commandes, là, on est pas trop mal là. Les commandes dans cette PME de l'Essonne, ce sont des tonnes de cartons d'emballage acheminés chaque jour dans toute la France. La société est en plein essor, alors les 35 heures pour ce PDG pressé viennent plutôt contrarier que favoriser ses projets. C'est un frein supplémentaire à une croissance facile pour l'entreprise. C'est une obligation de réfléchir sur les 35 heures et non pas sur la stratégie de l'entreprise, alors que peut-être à l'international on ne réfléchit pas à savoir comment passer aux 35 heures, mais plutôt comment développer son entreprise. Télévendeurs, comptables, chefs d'équipe, magasiniers, chauffeurs, commerciaux. Carton Service emploie aujourd'hui 17 salariés. Vous avez notre catalogue sous les yeux? Des salariés dans l'ensemble satisfaits de leur emploi, mais dont la plupart touchent le SMIC ou à peine plus. Logique dans ces conditions qu'ils soient réticents à l'idée de passer de 39 à 35 heures si leur salaire diminue d'autant. La vérité, c'est qu'on touche déjà pas beaucoup. C'est un petit salaire qu'on a. Donc, pour faire un sacrifice, en disant après on ne peut pas vivre. Le PDG, lui, affirme qu'il devra bien geler, mais pas nécessairement baisser les salaires. C'est plutôt une bonne nouvelle pour ses employés qui attendent aussi des 35 heures de nouvelles embauches dans l'entreprise. Ah, si le patron recrute, moi je suis banco, on peut y aller. Problème, si Marc Gauthier recrute plus de 3 personnes, il devra appliquer les 35 heures dès l'an 2000 au lieu de 2002 parce qu'il aura passé le cap des 20 salariés. Alors doit-il limiter volontairement son développement pour gagner 2 ans? Je ne sais pas si on dépassera les 20 salariés d'ici l'an 2000, ça dépendra de la croissance que l'on va générer, mais on ne se dira pas je ne dépasserai pas 20 salariés parce qu'au bout de 20 salariés, je suis obligé de passer à 35 heures. Les 35 heures ici, un contretemps plus qu'un handicap. Il faudra faire avec, mais le patron est confiant, ça n'empêchera pas d'aller de l'avant. D'après les sondages, les patrons sont majoritairement opposés au projet qui a eu pour autre conséquence de fournir un cheval de bataille à l'opposition politique. Des hommes comme M. de Robien, auteur lui-même d'une loi sur l'aménagement du temps de travail, ou comme Alain Madelin, manifestent chacun à leur façon leur opposition aux 35 heures obligatoires. Jeff Wittenberg, Claude Sicard. D'abord, un slogan. Ensuite, 3 camions qui ont aujourd'hui sillonné les rues de Paris pour tenter de le populariser. C'est la méthode Madelin. À la manière des campagnes publicitaires, voilà la réplique du patron de la droite libérale au projet des 35 heures. L'ancien ministre des PME, Jean-Pierre Raffarin, est lui aussi sur la photo. Au nom de la libre entreprise, c'est un non résolu.
au texte de Martine Aubry. Le leader socialiste allemand, Gerhard Schröder, disait encore il y a peu de temps, si les socialistes appliquent cette loi en France, ce sera une bonne chose pour l'emploi. Pas en France, en Allemagne. Et vous l'avez vu avec un certain nombre d'entreprises qui disent, bah, si c'est ça, on sera obligé d'aller y faire fabriquer ailleurs. Même obédience, l'UDF, mais un discours plus nuancé. Gilles de Robien, lui, assure le service après-vente de sa propre loi, celle qui permet justement à certaines sociétés de réduire le temps de travail. Donc on signait l'accord, la CFDT et la CGC. Mais seules les entreprises qui l'ont décidé appliquent aujourd'hui la loi Robien. C'est la différence avec les 35 heures qui, elles, seront obligatoires, et c'est la raison du rejet de la future loi Aubry. En même temps, je supplie aussi le CNPF de ne pas se contenter de dire non à tout, parce que non à tout, c'est le blocage social. C'est le blocage du dialogue. Et donc je crois que le CNPF serait bien inspiré, avec tout le respect que je lui dois, de trouver des solutions alternatives et des propositions alternatives au mauvais projet de loi gouvernemental. La droite, en tout cas, devra trouver une seule réponse à opposer début 98, lorsque les 35 heures passeront l'épreuve du Parlement. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, avec Gérard Leclerc, je reçois donc Madame Martine Aubry, donc, dont la loi porte le nom. Madame Aubry, bonsoir. Bonsoir. Finalement, pour commencer, avant d'entrer dans le détail, la seule question qui vaille vraiment pour les salariés, c'est de savoir si cette loi va créer des emplois. Est-ce que vous pouvez prendre l'engagement qu'elle va créer des emplois ? C'est la seule vraie question, parce que dans le fond, si nous engageons cette piste de la durée du travail avec cette détermination, c'est bien parce que nous pensons que nous ne pouvons rien laisser de côté pour faire de l'emploi la priorité numéro 1. Si j'en juge les 1500 entreprises qui ont négocié la réduction de la durée du travail cette dernière année, on peut dire que la durée du travail, si elle est bien négociée, si elle prend en compte les besoins des entreprises et aussi bien sûr les souhaits des salariés, ça crée des emplois dans notre pays. Et je crois que c'est comme cela qu'il faut y aller, par la négociation, en prenant en compte les réalités sur le terrain. Alors il y a justement quand même un grand reproche qui est fait à votre loi, c'est le côté couperet, les 35 heures en l'an 2000. Est-ce que les entreprises et les salariés et les syndicats ont intérêt à négocier, alors qu'elles peuvent très bien attendre l'an 2000, négocier avec un pistolet sur la tempe, dit M. Robien? Écoutez, moi je crois qu'aujourd'hui on a tous échoué sur le chômage. C'est tous les gouvernements, pratiquement dans tous les pays industrialisés. On n'a pas le droit de laisser une voie de côté. La réduction de la durée du travail, d'abord, historiquement, ça va dans le bon sens, ça donne du temps libre aux gens, et c'est une chance formidable pour remettre au travail, pour donner de l'espoir. Et d'ailleurs, les Français ne s'y trompent pas. À chaque fois, ils disent, moi je suis pour la durée du travail si ça permet de créer des emplois. Alors, 35 heures, c'est quoi en l'an 2000? C'est effectivement une volonté affichée par le gouvernement, selon lequel les Français attendent d'abord de retrouver l'espoir sur l'emploi. Mais c'est aussi une grande souplesse. Il y a plus de 2 ans pour négocier. La loi ne fixe aucune des modalités. Comment va-t-on réduire la durée du travail? Sur le nombre de jours de la semaine? Sur le mois? Sur l'année? Comment va-t-on travailler? Comment réorganiser le travail pour que les entreprises soient plus compétitives, pour qu'elles utilisent mieux leurs machines? Tout cela va être négocié et l'État va aider. Oui, justement, si vous voulez visiblement beaucoup plus inciter que contraindre, pourquoi avoir fait une loi? Pourquoi ne pas avoir laissé les choses aller? Il y a certaines entreprises qui font moins de 35 heures déjà. Eh bien parce qu'on a laissé aller les choses depuis des années. Il y a aujourd'hui 5 millions de personnes dans notre pays qui cherchent un travail. Il y a 400 milliards que coûte aujourd'hui le chômage, dont beaucoup payé par les entreprises, et parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut être résolu. Il faut être résolu dans la voie que l'on ouvre, mais il faut faire confiance, et nous le faisons, aux chefs d'entreprise, aux salariés, à leurs représentants, pour trouver les meilleures modalités dans chaque entreprise pour que l'emploi y gagne. Encore une fois, la démarche de ces derniers mois montre que c'est possible. Vous venez d'évoquer les salariés qui sont, c'est vrai, d'après les sondages en tout cas, majoritairement pour cette loi. Mais ce qu'ils craignent, c'est, en contrepartie, pour le patronat, flexibilité du temps de travail et gel des salaires. Et d'ailleurs, Mme Notal a dit, je crois que c'est aujourd'hui, elle a dit, dans cette loi, il est compris qu'il faudra obtenir une certaine flexibilité. Écoutez, Monsieur Bilalian, est-ce que vous croyez que les salariés aujourd'hui raisonnent de la même manière en termes de souplesse que lorsqu'ils travaillaient 45 heures par semaine? Quand vous travaillez 35 heures par semaine, lorsqu'on vous dit que vous ne pourrez pas travailler plus de 40 ou 42 heures, lorsqu'on prévoit les périodes à l'avance, lorsqu'on sait que c'est pour répondre à une commande d'un client qui va vous faire gagner une part de marché, ou bien qu'il y a de la saisonnalité dans l'agroalimentaire, où vous savez à l'avance que vous travaillerez plus pendant les mois d'été, par exemple, que pendant les mois d'hiver, où il y a un délai de prévenance qui est prévu par l'accord d'entreprise qui fait que vos conditions de vie ne sont pas changées. Vous pensez que les salariés français n'accepteront pas ça? Moi, je suis convaincu du contraire. Parce que quand on travaille 35 heures en moyenne, on peut accepter des choses avec des conditions qui sont négociées et où les salariés vont aussi gagner parce qu'ils vont dire aussi ce que sont leurs souhaits. Alors, il y a quand même un cas particulier, c'est celui du SMIC. On sait qu'il est calculé sur une base horaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Soit ils seront payés pour 35 heures et ils perdent de l'argent, soit ils seront payés pour 39 heures et là,
ça fait 11% de charges de plus pour les entreprises. Alors là-dessus, et c'est pour ça qu'on a intérêt à négocier vite, l'État accompagne ceux qui vont plus vite et plus loin. Plus vite, c'est avant l'an 2000. Plus loin, ça peut aller jusqu'à 32 heures, où les aides sont encore plus importantes. Les aides que met l'État en place couvrent beaucoup plus que le coût du maintien des salaires pour les bas salaires, et notamment pour le SMIC. Parce que, bien évidemment, il n'est pas question de baisser les salaires dans une période où il faut effectivement soutenir la consommation et la croissance. Donc le SMIC sera toujours pour 39 heures, sont toujours payés 39 heures. En revanche, bien évidemment, il faut que les salariés, en fonction de leur situation, en fonction de la création d'emplois, en fonction de ce qu'ils vont gagner, disent voilà ce que moi je peux me permettre de mettre sur la table l'année prochaine. 1% de moins d'augmentation de salaire parce que je sais que mon fils ou que le fils de mon voisin va trouver un emploi dans ce travail et parce que je vais travailler moins. Martine Aubry, revenons à la politique. Alors il y a, pour l'instant, en attendant les emplois, il y a un vrai effet, celui-là vraiment concret, qu'a eu votre projet de loi, c'est de ressouder le patronat contre vous et de donner un cheval de bataille à l'opposition politique. Écoutez, ressouder le patronat, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, j'entends aujourd'hui des hommes que je ne critique pas, qui sont en campagne électorale. Donc, on a une campagne électorale au CNPF qui a un ton politique. Ouais. Ça s'arrangera après, vous pensez, avec M. Sédier? Bien évidemment. Et puis, il y a les chefs d'entreprise. Moi, les chefs d'entreprise, je les vois comme beaucoup de mes collègues du gouvernement, puisque nous faisons le tour de France et nous leur parlons. D'abord, quand ils voient ce qu'il y a dans la loi, ils disent « Ah bon, c'est ça? C'est pas ce qu'on nous dit. Ah ben alors, on va regarder. » Eh bien, les chefs d'entreprise sont des gens réalistes. Ils vont regarder ce qu'ils peuvent y gagner. Est-ce que je peux changer mon organisation du travail? Est-ce que je peux mieux utiliser mon équipement? Est-ce que les salariés vont pouvoir travailler un peu plus quand j'en ai besoin, 39 heures par exemple, et un peu moins quand il n'y a pas de commande? Est-ce que l'aide que m'apporte l'État va pas m'aider à compenser tout ça? Eh bien, vous allez voir qu'après cela, non seulement ça ne leur coûtera pas cher, mais ils vont gagner en compétitivité, ils vont gagner des parts de marché et ils vont en plus créer des emplois grâce à cela. En attendant, il y a les réserves également du président de la République, Jacques Chirac, qui a dit qu'il a émis ses réserves. Il a dit que, compte tenu du caractère obligatoire et contraignant, ça ne favorisera pas l'emploi. C'est vrai. Il n'a pas dit qu'il était contre la réduction de la durée du travail. C'est déjà un progrès énorme, vous savez. Oui, mais des réserves quand même. Et il a dit que c'était la façon dont nous le faisions. Moi, je regrette, on est dans un pays où il faut montrer là. Je voudrais dire aussi simplement les choses. On est dans un pays où beaucoup de jeunes sont désespérés. Ils pensent qu'aujourd'hui, cette société ne veut plus d'eux. Leurs parents épargnent parce qu'ils ne veulent pas consommer, parce qu'ils ont peur pour l'avenir, d'eux-mêmes ou de leurs enfants. Eh bien, il faut leur redonner l'espoir. Et je crois qu'il faut que le gouvernement ait le courage de dire voilà ce que nous croyons bon. Mais c'est à vous de créer ces emplois. C'est à vous de prendre les meilleures solutions possibles qui dépendent entreprise par entreprise des souhaits des salariés, des besoins de l'entreprise pour que nous redonnions de la place à ceux qui sont sur le bord de la route. Et vous verrez que l'ensemble du pays gagnera. C'est ma conviction et c'est d'ailleurs, je crois, la conviction de plus en plus de chefs d'entreprise. J'ai vu M. Bilalian ce matin que près de 45% des chefs d'entreprise disent que le CNPF devrait se comporter un peu différemment vis-à-vis du gouvernement. Un peu moins intransigeant. Ce sont ceux qui ont commencé à lire la loi et qui commencent à faire leurs calculs. Faisons-leur confiance. Merci. Merci de nous avoir rendu visite. L'emploi encore, avec une deuxième bonne nouvelle cette semaine, après Toyota, dans la banlieue de Valenciennes, l'implantation d'une entreprise américaine de porte-containers à Cherbourg, dans la Manche, avec à la clé entre 500 et 1000 emplois directs. Jacques Deveau, Sébastien Vibert, reportage. Le hall de l'ancienne gare maritime résonne encore pour certains nostalgiques du bruit des paquebots transatlantiques, jadis fierté et prospérité de la ville. Gérard Détrait est l'un de ses habitants qui accueille la compagnie américaine de porte-conteneurs avec le sourire. C'est aussi la vocation de Cherbourg qui ressurgit tout d'un coup parce que Cherbourg, de par sa position géographique, avait été naturellement retenu par les compagnies de navigation étrangères de paquebots. Or, on s'aperçoit que les Américains ont toujours l'œil sur Cherbourg. Mais en réalité, quand les dirigeants de la compagnie américaine ont lancé discrètement leur projet, il y a 2 ans, ils ne pensaient pas du tout à Cherbourg. Tout est parti en fait d'une indiscrétion lâchée par un vétéran de la guerre de 40 qui est venu à Cherbourg pour le 50e anniversaire et qui nous a parlé de ce projet en nous disant « Me dites, vous avez un beau port, peut-être que ce port pourrait être adapté pour recevoir les bateaux rapides. » Du coup, les représentants de Cherbourg sont allés rendre une petite visite aux dirigeants américains. Nous avons enquêté sur Cherbourg et nous nous sommes aperçus qu'il avait bien plus d'atouts que les autres ports saturés de Belgique et des Pays-Bas notamment. Dans 3 ans, des porte-conteneurs ultra rapides devraient relier Philadelphie aux États-Unis à Cherbourg en 4 jours à peine. Mais le port n'est pas aujourd'hui équipé pour accueillir quotidiennement des milliers de conteneurs. Il faudra des infrastructures, rails, routes. 500 millions de francs d'investissement, la promesse d'un gigantesque chantier et l'espoir de nouveaux emplois. Véritable aubaine en pleine crise de la construction navale avec un taux de chômage de plus de 14%.
France 3 toujours en grève, les négociations ont repris cet après-midi. Le ministre de la Culture, Madame Trottmann, a demandé aujourd'hui aux syndicats de tenir compte des moyens financiers de la chaîne dans leur demande d'augmentation de salaire. L'Europe s'est encore rétrécie cette semaine avec la mise en service aujourd'hui du TGV Paris-Bruxelles inauguré par le roi des Belges. 1h25 au lieu de 2 heures entre les deux capitales pour une distance de 312 km. Damien Thévenot, Frédéric Bonnet. Paris-Bruxelles en 1h25 au lieu de 2 heures, cela valait bien le tapis rouge et les honneurs de la République pour accueillir les premiers voyageurs. Le roi et la reine de Belgique. La ligne nouvelle existait déjà en France depuis 1993, manquait les 80 derniers kilomètres avant Bruxelles. C'est désormais chose faite. À partir de cette semaine, les deux capitales sont reliées à 300 km/h. À la plus grande joie des habitués souvent pressés, on les appelle les navetteurs. On peut être navetteur entre Paris et Bruxelles, et puis venir le matin et revenir le soir, c'est très bien. Je crois que l'avion c'est fini, avec 1h25 de trajet c'est fini. Une liaison Paris-Bruxelles plus rapide, c'est également du temps de gagner vers l'Allemagne ou les Pays-Bas. Paris-Amsterdam ou Paris-Cologne se feront désormais en un peu plus de 4 heures, en attendant de nouvelles lignes après l'an 2000. C'est une étoile en quelque sorte, centrée sur la Belgique, avec des trains qui vont d'un pays à l'autre, les mêmes trains, le même confort, et on peut faire un brin de chauvinisme, c'est des trains français. Il s'agit maintenant de convaincre la clientèle d'abandonner l'avion ou surtout sa voiture pour ce TGV européen. L'objectif de Thalys pour l'an 2000, c'est 6 millions de voyageurs, 50% de plus qu'aujourd'hui. Un sondage, Louis Harris, Valeurs Actuelles, 57% des Français portent un jugement favorable sur le Premier ministre qui gagne donc 4 points par rapport au mois précédent. Jacques Chirac perd 1 point avec 48% de bonnes opinions. Jacques Chirac, qui comme le veut la tradition au bout de 6 mois de présence à Matignon, a remis ce matin la Grand Croix de l'Ordre national du mérite à Lionel Jospin. Cérémonie à huis clos, simple et chaleureuse, a dit Lionel Jospin. Une surprise pour tous les députés ce matin. Dans une enveloppe à leur nom, ils ont reçu un joint de cannabis expédié par un collectif qui se bat pour la légalisation des drogues douces. Réactions diverses dans les couloirs de l'Assemblée. Jean-Baptiste Prédali, André Issora. C'est arrivé par courrier ce matin. 577 lettres adressées aux députés sur la légalisation du cannabis. Des lettres plus un argument explosif, un pétard pour chaque élu. Et l'Assemblée nationale a plongé dans l'illégalité. J'ai mis à la poubelle parce que ça ressemblait un petit peu à de la verveine, j'aime pas tellement la verveine. Voilà. Je vais d'abord aller à mon bureau pour savoir si j'ai donc reçu un petit cadeau pour Noël. Voilà. Mes secrétaires ont dû arrêter ça au passage, ou qui sait ce qu'elles en ont fait, mais moi je ne l'ai pas vu l'enveloppe, alors je vais m'enquérir. Tous n'ont donc pas été joints, mais la provocation a réussi. Elle vient du cirque, une association qui veut légaliser le hashish. À cause de ce simple petit pétard, il y a eu en France 51 000 interpellations en 1996. D'après les dernières enquêtes, il y a 2 millions de gens qui consomment régulièrement du cannabis. Et il est temps, en 1997, qu'on ouvre un débat sur la place du cannabis dans notre société moderne. Dans les couloirs, réactions diverses, à commencer par ceux que leur courrier a vraiment mis en pétard. Donc, moi je suis de ceux qui disent que s'amuser à cela en violation du code pénal, ça nécessite une réaction. Donc avec Christine, effectivement, nous allons déposer plainte après avoir vérifié que dans ce joint, il y avait du cannabis. Parce qu'on n'est pas des experts en cannabis. Moi je connais pas. Quand on est à plusieurs millions de consommateurs, et réguliers, pas au sens quotidien, mais presque hebdomadaire pour beaucoup, pour qui on sait qu'il n'y a pas d'accoutumance et qu'il n'y a pas de conséquences santé directes, je crois qu'il faut se poser la question. Je connais des buveurs de Ricard ou de Rhum qui s'esquintent tous les jours beaucoup plus violemment. Premiers effets de ce cannabis garanti 100% français, il a fait parler, en attendant un débat sérieux. La question du jour à l'Assemblée, c'était smoking, or no smoking. Au procès de Dany Le Prince, accusé du quadruple meurtre de Torigny-sur-Dué dans la Sarthe, l'accusé, après avoir avoué pendant l'instruction de l'affaire, est revenu sur ses aveux, accusant sa femme d'être véritablement l'auteur des meurtres. Et c'est cette hypothèse qui a été examinée aujourd'hui par la Cour d'assises du Mans. Florence Bouquillat, Jean-Claude Delfassi. 9 gendarmes pour décortiquer les détails d'une enquête. Selon la déposition de plusieurs d'entre eux, même si Dany Le Prince est l'accusé, sa femme Martine en sait peut-être trop. Martine, jugée lors de ses auditions très virulentes envers son beau-frère Christian. Martine, qui les a aiguillés sur la piste de l'arme du crime, retrouvée au domicile de ses beaux-parents. Martine enfin qui a attendu 5 jours avant d'accuser son mari. Son mari est aujourd'hui très combatif et arrogant. Il a une obsession que les gendarmes reconnaissent lui avoir extorqué des aveux. C'est une enquête qui a été menée objectivement
et dans le respect du droit. Et moi, je suis en paix avec ma conscience dans cette affaire. Demain, la Cour entendra Martine Le Prince et sa fille, puis les parents de Dany Le Prince. Peut-être donneront-ils la clé de certains mystères. Par exemple, de celui qui entoure Solène, 2 ans à l'époque. Seule rescapée du massacre, retrouvée au matin derrière une porte, à quelques centimètres des cadavres, vivante, tranquille, vêtue d'un pyjama tout propre. Il y a 2 ans et demi maintenant, 2 skinheads, 2 voyous, provoquaient la mort d'un jeune Français d'origine tunisienne en le jetant dans le port du Havre. L'un des 2 criminels a été jugé dans son pays, au Portugal. Son complice français comparaît à partir d'aujourd'hui devant les assises de Seine-Maritime à Rouen. 2 ans et demi ont passé, mais il n'a rien renié de ses opinions racistes. Thierry Curtet et Rémi Poissonnier. David Bones s'est laissé pousser les cheveux, mais il les porte très courts. Cette photo a quelques mois. L'homme jugé aujourd'hui ne renie rien de ses idées, de ses écrits. Car David Bones a beaucoup écrit en prison. Son journal intime est versé au dossier. Il y évoque Adolf Hitler, les Juifs et les Arabes. Pas d'ambiguïté. Extrait. Je suis de la race blanche, la race supérieure. La race aryenne, c'est la race pure. Un discours que l'on pourrait dire politique. Il faut semer la xénophobie. C'est aux derniers Aryens de relever le Troisième Reich. La mémoire d'Imad Boud, balancée dans le port du Havre, ne pèse pas lourd. Aucune repentance. David Bones reconnaît avoir participé au fait avec un complice condamné au Portugal, mais pour lui, la mort du jeune Français d'origine tunisienne est un accident issu d'une bagarre. Les propos de David Bones, sa certitude d'appartenir à une race supérieure, les insultes qu'il a proférées à l'encontre de la race juive, de la race arabe, de la race noire, j'ai eu un peu le sentiment qu'il tuait une seconde fois la victime. Je n'ai pas entendu un mot de remords, et j'ai entendu un militant qui expliquait comment, dans un cadre construit, dans un cadre organisé, il lui appartenait de réaliser une épuration ethnique en France et d'y travailler activement. Jamais il ne tergiverse, jamais il n'hésite dans ses réponses. À la question d'un avocat, considériez-vous Imad Boud comme étant d'une race inférieure? David Bones lâche. Ouais, la défense aura bien du mal à faire passer la mort d'Imad Boud pour un accident. À 48 heures de l'ouverture du procès du fameux terroriste Carlos, le juge Jean-Louis Bruguère, qui instruit le dossier Carlos, s'est rendu aujourd'hui à Budapest, en Hongrie, où l'a rencontré le ministre chargé des services secrets, qui lui a assuré qu'il était prêt à ouvrir l'ensemble de ses dossiers sur les activités du terroriste Carlos. Au procès de Maurice Papon à Bordeaux, pour la première fois aujourd'hui, le procureur a conclu à la culpabilité de l'accusé dans le premier cas concret de déportation qui lui était soumis. Sur place, Dominique Verdeillan et Dominique Merlin. J'ai vécu avec une plaie qui ne s'est jamais refermée. Ernst Librac avait 18 ans en 42. À la barre, il dépeint le climat de l'époque, les patriotes qui côtoyaient les dénonciateurs. Les contrôles d'identité, il s'en est échappé. Son cousin Léon, lui, a été déporté. Il est difficile de tirer un trait, dit-il, c'est un deuil perpétuel. Qu'est-ce qu'on voit quand on va à Auschwitz? On voit les cendres, on voit des monuments, on voit ce que des enfants qui avaient apporté leur poupée. On ne voit pas la mort, on doit la deviner. Dans le box, Maurice Papon se lève et veut faire part de son émotion. Je m'incline avec respect devant monsieur Librac, lance l'accusé. Un autre plaignant se lève à son tour et s'écrie « Vous devriez plutôt demander pardon ». Qui demande pardon, qui se taise. Mais il se lève pour un peu, on aurait pu lui dire d'aller du côté des partis civils, quoi. D'un ton solennel, presque gaulien, Maurice Papon déclare « Je suis une cible fabriquée par un certain nombre de personnages. Je suis devenu la cible nationale, si ce n'est mondiale, de cette affreuse affaire. » On l'aura compris, Maurice Papon s'incline devant les victimes, mais fustige les plaignants. Le prix Nobel de la paix a été remis aujourd'hui à Oslo, en Norvège, à un collectif qui a mené une campagne internationale contre les mines antipersonnelles. Et symboliquement, c'est un Cambodgien qui a eu les 2 jambes fauchées par l'un de ses engins meurtriers qui est venu recevoir ce prix Nobel de la paix. Boris Eltsine, une nouvelle fois hospitalisé dans un sanatorium près de Moscou. Le communiqué officiel fait état d'un refroidissement, d'une affection respiratoire aiguë qui le tiendra éloigné des affaires pendant environ 2 semaines. Manifestation symbolique ce soir à Luxor, après l'attentat meurtrier d'il y a 1 mois. Grande soirée du souvenir sur les lieux mêmes du massacre, en présence du président égyptien Hosni Moubarak. Depuis l'attentat, la région de Luxor a été en partie désertée par les touristes étrangers, pourtant nombreux en cette saison en Égypte. C'est notre enquête de ce soir. Il y a 15 jours, la naissance de 7 enfants dans une famille américaine à la suite d'un traitement pour stimuler la fécondité avait fait la une de l'actualité.
Les bébés sont aujourd'hui, on le pense, sortis d'affaires. Et cette famille vient de recevoir une lettre inattendue expédiée du Canada par 5 sœurs, des quintuplés nés en 1934 et qui mettent en garde les parents contre une éventuelle exploitation médiatique de leurs enfants, comme elles-mêmes en ont été victimes. Washington, Maryse Burgot. Elles ne sont plus aujourd'hui que 3. Mais en 1934, le jour de leur naissance, dans un village de l'Ontario au Canada, elles étaient 5. 5 petites filles de moins d'1 kilo chacune, les premiers quintuplés du monde à survivre. L'événement fera la une des actualités filmées, comme on dit à l'époque. Mais aujourd'hui, 63 ans après leur très célèbre naissance, les sœurs Dionne ont écrit aux parents des récents septuplés américains. Elles veulent les mettre en garde contre les dangers des naissances multiples trop médiatisées. Jeune, on ne peut pas réaliser ça, qu'on était regardé comme un cirque. Mais plus vieille, oui, j'ai réalisé que c'était un cirque en somme, que c'est pas des êtres humains, ça c'est pas on fait pas ça avec des êtres humains, c'est plus ou moins un cirque qu'ils avaient institué là pour attirer les foules. Ce qu'elles ont vécu dans les années 30, c'est cela, un parc d'attractions construit autour de leur nom. 6000 visiteurs par jour, des files d'attente d'hommes et de femmes venus voir à travers des vitres teintées la curiosité du moment. 5 petites filles qui se ressemblent. Annette, Cécile, Émilie, Marie et Yvonne, coiffées, photographiées, utilisées à des fins commerciales. Dans les années 30, Queensland attire plus de touristes que les chutes du Niagara. Les petites Dionne vivent dans une nurserie construite spécialement pour elles par l'État. Placées sous la tutelle du gouvernement de l'Ontario, elles vivent séparées de leurs parents. La première fois qu'on voyait nos parents, c'était à travers une vitre. Puis je m'en souviens, ça, c'était une chose qui me... J'aimais donc pas ça. Puis nous étions jeunes, hein. Car les parents vivaient de l'autre côté de la rue, dans cette maison, transformée aujourd'hui en musée. Et cette femme, qui mit ici au monde 5 petites filles, ne voyait ses enfants qu'entre 2 représentations devant le public. Finalement, en 1943, après 9 ans de bataille juridique, les Dionne récupèrent leurs enfants. En attendant, l'exploitation de l'image des petites filles a généré des sommes colossales, notamment grâce aux contrats publicitaires. Alors aujourd'hui, l'un des fils des sœurs Dionne demande une enquête publique pour que soient mis à jour les comptes de Queensland. Vous pensez que le gouvernement a gagné beaucoup d'argent sur leur dos? Énormément, énormément d'argent. On parle de 500 millions de dollars ici, c'est pas peu. Comparativement à ce qu'ils l'auront laissé à leur 21e anniversaire. Au nom de leur enfance volée, les sœurs Dionne demandent donc réparation au nom de plusieurs années passées dans une nurserie au milieu d'un parc d'attractions. La nurserie des sœurs Dionne, qui attira des milliers de curieux dans les années 40, est aujourd'hui un centre de retraite. Et ici vit la femme la plus âgée du monde. Elle a aujourd'hui 117 ans. Ce lieu semble décidément voué à la célébrité. Première révélation sur les festivités du passage au 3e millénaire à Paris en l'an 2000. Il est notamment prévu, vous le voyez, la construction en bordure de Seine, dans le quartier de Bercy, d'une tour Eiffel bis en quelque sorte. La tour de la Terre, 200 mètres de haut en bois de chêne et en acier. Au sommet, une fleur stylisée, 60 mètres d'envergure et à mi-hauteur, 3000 mètres carrés de restaurants, boutiques et d'univers multimédia qui seraient construites dans les années 1999. Guy Delage, un nom qui vous dit sans doute quelque chose. Cet homme a déjà traversé l'Atlantique à la nage en se laissant dériver. Il va récidiver à partir du mois de janvier prochain dans l'océan Indien qu'il va traverser cette fois-ci à bord d'un cockpit sous-marin afin d'étudier la faune et la flore de cette région. José Blanc-Lapierre, Pascal Puyot. Le départ est proche. Sur le port de Singapour, on serre les derniers boulons. Jules Verne refait surface avec cet engin consacré à la mer. À son bord, un homme va réaliser une première, dérivé pendant plus de 2 mois dans l'océan Indien. C'est lui-même qui a mis au point cet outil de recherche car son but est d'étudier la vie sous-marine à 7 mètres de profondeur, dans une cabine à 30 degrés, 100% d'humidité, livrée au courant et à l'état de la mer. Je suis obligé de remonter à chaque fois en surface
même si ce n'est pas profond, il y a un risque important de décompression du fait de ces remontées successives. Le deuxième, je dirais, c'est un risque un peu plus traditionnel, c'est l'abordage, la collision, le naufrage. À la surface, un flotteur avec éolienne, moyen de communication, compresseur d'air. Relié par des câbles, la cabine de 10 mètres, dessous, un contrepoids de 12 tonnes. Sa maison sous-marine, Guy Delage, la quittera 2 fois par jour pour effectuer photos et prélèvements. Les scientifiques comptent sur lui pour mieux connaître les animaux marins. Là, on va pouvoir les observer en pleine eau et voir comment ils mangent, comment ils se déplacent, comment ils évoluent par rapport au courant, quels sont les organismes qui les suivent ou au contraire par quel organisme ils sont mangés. Les 10 premiers mètres de fond, là où la Terre puise 80% de son oxygène. Observer le poumon bleu de la planète, c'est ce que veut tenter cette nouvelle odyssée scientifique. Sur la mer toujours, la France n'a jamais eu vraiment beaucoup de succès dans les régates de la Coupe de l'Amérique. Et pourtant, eh bien, les passionnés ne désespèrent pas. Pour la prochaine édition, on va renouveler les équipages. Actuellement, des jeunes marins sont en train de passer des tests dans le port de Sète. Reportage Alexandre Cara, Rémi Poissonnier. Quand il s'agit de mettre les voiles, les marins ne sont jamais les derniers. Dire que ceux-là sont des marins d'eau douce serait faux, mais des nouveaux venus, c'est certain. Ils ont tous moins de 25 ans, ils s'affrontent pour réaliser un rêve qu'ils n'osent pas énoncer à voix haute, participer un jour à la Coupe de l'Amérique. Ici, à Sète, comme dans 8 autres villes, le défi français Yaka recrute sa future équipe. Hey, 7 encore. Et l'empannage plus tôt l'empannage. Ils ont beau être les premiers dans leur discipline, sur mer comme sur terre, la sélection est sévère, les hommes de la fédération n'en retiendront qu'une poignée pour épauler les meilleurs skippers français dans le défi Yaka. L'objectif, la Coupe de l'Amérique à Auckland, en Nouvelle-Zélande, dans l'an 2000. On va essayer de s'organiser de manière rigoureuse sur les postes de communication, et comme ça on va voir un petit peu quelles sont les répercussions sur les manœuvres et la conduite du bateau. Et pourtant, ils s'y voient déjà. Il faut dire, la Coupe de l'Amérique, c'est une belle aventure. Mais les Français n'en gardent pas un bon souvenir. En 95, elle s'était brisée dans la tempête des éliminatoires. Le défi était tombé à l'eau. Si les hommes de Yaka se refusent à critiquer la méthode Pajot, ils veulent aujourd'hui lui donner une dimension supplémentaire. On va avoir la chance, avec un peu de recul, de prendre le meilleur des 3 dernières éditions françaises de la Coupe. Par contre, on va insuffler un peu d'enthousiasme et de motivation supplémentaire. Côté conception du bateau, on en est au stade des premières études, mais il ne sera mis en chantier que quelques mois avant les éliminatoires. Reste à trouver l'argent d'un budget encore incomplet. Le 31 janvier prochain, il faudra verser les droits d'inscription, soit plus d'1,5 million de francs. Pour que le petit défi devienne grand, il va encore falloir ramer. Le chanteur pop music Elton John a remis aujourd'hui à Londres un chèque de 20 millions de francs à la fondation Diana. Cette somme provient des ventes de la chanson qu'il avait interprétée pendant les obsèques de la princesse de Galles, Candle in the Wind, et qui a été vendue à 33 millions d'exemplaires dans le monde. C'est le plus grand succès de l'histoire du disque. À la découverte d'un groupe de musique traditionnelle portugaise mise au goût du jour, comme c'est la mode. Madre Deus, actuellement en tournée en France. Madre Deus, Mère de Dieu, c'est le nom d'un quartier de Lisbonne où nous les avons retrouvés. Reportage Louis Carzou, Pascal Pueyo. Pour les touristes pressés, Madre Deus, ce n'est que le nom d'un quartier de Lisbonne. Mais depuis un peu plus de 10 ans, pour les mélomanes curieux, ce nom de Madre Deus évoque une belle histoire. Celle d'un groupe portugais, le seul dont la musique s'envole bien au-delà du Tage, emmené par les guitares de Pedro Magalhães et la voix magique de Teresa Salgueiro. Madre Deus, Pedro Magalhães en a rêvé de longues années. Après une expérience rock, ce fils de marin est revenu aux sources de la tradition portugaise, le fado. Mais le compositeur de Madre Deus a enrichi cette tradition de ses voyages musicaux. Pour arriver à ces mélodies uniques, où se mêlent histoire d'amour et lendemain de spleen. C'est différent des anciennes démarches portugaises.
Mais je pensais, à beaucoup d'années avant, que peut-être dans notre siècle le plus fort des moyens de communiquer et aussi les plus intéressants à être créatif, ça serait la musique. Aujourd'hui, l'on vient du monde entier pour une simple séance photo avec Madre Deus sur les remparts du château Saint-Georges. Mais entre deux tournées, qui l'amènent de Paris à Tokyo, Teresa n'oublie ni Lisbonne, ni le tout premier chant qu'elle est bercée de sa voix. Avant de nous quitter, le rappel des principaux titres de l'actualité de ce mercredi. D'abord, pédophilie sur Internet. Un réseau qui proposait des photos de mineurs a été démantelé dans la région de Reims. Les 35 heures par semaine, le projet de loi officiellement présenté aujourd'hui. Martine Aubry, notre invitée, pense que les patrons sont divisés face à cette loi et qu'elle est une vraie chance de créer des emplois après une série d'échecs. Dans un instant, la météo, Isabelle Martinet, 20h50, votre série préférée, l'Instit avec Gérard Klein. Demain, dans les 4 vérités, à 7h50, Françoise Laborde recevra M. Pierre Moscovici, ministre des Affaires européennes. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Je vous dis bonsoir et à demain.